Salut, c'est Ashley. À 21 ans, j'ai été victime d'un grave accident de la route et j'ai eu une commotion cérébrale sévère. Il a fallu que je réapprenne à parler normalement, la motricité fine, bref, tout. Un an plus tard, j'ai été traitée d'urgence à cause d'une rare maladie auto-immune qui détruisait mes organes. Un médecin m'a dit que si je m'étais endormie le soir de mon hospitalisation, je serais probablement décédée parce que mon cœur aurait cessé de battre. À 24 ans, après m'être fait dire plusieurs fois que je serais stérile à vie, je suis tombée enceinte. Puis à mesure que ma grossesse avançait, je prenais du mieux. Si bien que le jour où j'ai accouché de mon petit bébé miracle, j'étais redevenue en pleine forme. Ces épreuves-là ont laissé leurs séquelles. J'ai souffert d'une dépression majeure et depuis, je suis atteinte d'anxiété généralisée, d'un TDAH. Mais je suis heureuse. Il a fallu que je réapprenne à vivre du mieux que je peux en étant une nouvelle personne. C'est dans le but d'aider les gens qui souffrent eux aussi de problèmes de santé mentale que j'ai décidé de faire la série web À deux pilules d'être folle. Parce que c'est toujours plus le fun de souffrir en gang qu'en silence. Bonne écoute! À deux pilules d'être folle. TDAH, TPL, PTSD, tout le bordel, les bipolaires, les autres affaires, avant d'en avoir ras-le-bol. Ashley, prends la parole. À deux pilules d'être folle! Salut, merci d'écouter À deux pilules d'être folle. Merci aussi à notre commanditaire Comeback Skateboard. Yes, sir! Meilleure marque de skate au monde! Yeah! Aujourd'hui, je suis avec l'auteur, l'entrepreneur, l'animateur télé, avec une véritable bombe de la cuisine, Martin Junot. Allô! Wow! J'applaudis la présentation. Ben oui, Très beau. oui, il faut. D'habitude, on me présente comme chef. Non. Là, il n'y avait pas ce terme-là. Non, toi, tu es une bombe de la cuisine. Wow! On t'a invité à Deux pilules d'être folle parce que, c'est connu dans le milieu de la restauration que pas mal tout le monde souffre de problèmes de santé mentale. Je pense que ça prend quelque chose de manquant là, dans notre vie, dans notre tête pour faire la restauration, ça c'est sûr. Toi, tu as déjà vécu des périodes d'anxiété, de déprime. Tu fais de l'anxiété de performance, puis tu as peut-être un TDAH non diagnostiqué. Ouais, c'est assez... c'est gros quand même, la restauration. Tu sais, le stress qu'on vit au quotidien, d'être capable de dire, je suis stressé à cause de ça, c'est probablement le plus difficile. En plus, toi, t'avais 4 restaurants. Oui et non. C'est des trucs qui étaient complémentaires. Fait que, tu sais, on avait un camion à crème glacée, on avait un petit bar à vin, on avait un resto. Donc, tu sais, c'est pas la même crowd, c'est pas les mêmes besoins que les gens vont aller chercher dans ces établissements-là. Après ça, on avait une épicerie de quartier, mais évidemment, la pandémie, elle a fait un gros ménage là-dedans. Ouais. La pandémie puis la construction sur la rue Beaubien, là, ça, on pourrait en parler aussi, mais la pandémie a mis fin à beaucoup de ces projets-là. Fait que c'est une coche de stress, évidemment, qui tombe en même temps que ces commerces-là ferment parce que veut pas, tu sais, c'est toujours exigeant. Avoir un commerce exigeant, fait qu'en avoir plusieurs, là, c'est pas le double, c'est exponentiel. Est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, la restauration est dans une espèce de mutation, on peut dire? Oui, puis j'ai l'impression que ça a commencé avant la pandémie, cette mutation-là, tu sais, la rareté du staff, la hausse des coûts des produits, tu sais, tout ça était déjà entamé, puis la pandémie a comme accéléré le processus. Maintenant, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui est motivé, puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, je considérais que j'arrivais, puis comme sur une glace, là, tu sais, je m'ouvre les veines, puis let's go, man, on arrache la peinture sur les murs, puis on travaille pour la business. Puis un peu, tu travailles pour toi quand tu fais ça. Tu sais, tu te donnes une espèce d'éthique de travail, puis tu vas aller chercher la vision du chef, puis tu vas apprendre des choses. Puis là, on dirait que ces temps-ci, c'est plus difficile de trouver des gens qui sont vraiment motivés. Toutes des asticaves. Non, mais c'est pas ça que... non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais tu sais, de trouver quelqu'un qui a envie d'embarquer dans ta vision puis de dire, man, moi, je vais t'accompagner là-dedans, je vais aller chercher ce que je veux, ce que j'ai besoin de prendre de toi, puis après ça, je vais être prêt à passer à autre chose. C'est un peu ça, une carrière en cuisine. Tu sais, c'est un processus où tu restes le temps qui est nécessaire dans chacun des établissements, puis tu bâtis toi-même ta vision. Tu avais tes restaurants, puis tu engageais des chefs. Comment tu supportais la pression quand tu n'étais pas en cuisine? T'arrivais-tu à déléguer ou tu étais tout le temps... Tu sais, ils représentent ton nom, pareil, là. Tu sais, tu mets le doigt sur plein de trucs très précis, là, puis tu as tout à fait raison. Je trouve que tu fais bien. C'est des bonnes questions. Merci. Tu sais, à un moment donné, j'allais à la maison, puis tout ce à quoi je pensais, c'était au resto. Puis quand j'étais au resto, tout ce à quoi je pensais, c'était à ma famille. Je n'étais jamais vraiment complètement à l'endroit où je devais être. Puis
le lâcher-prise qui vient, il vient juste avec la maturité. À un moment donné, tu peux pas tout contrôler. Tu finis par t'en rendre compte. Puis il faut juste que tu laisses aller. Puis tu prends le blâme quand ça se passe pas bien, puis tu partages la gloire quand ça va bien. Tu es associé avec Louis-Philippe Breton. Exact. Que vous avez fermé les petits coins, Monsieur Crémeux. Excuse. Parce que quand je regarde ça, c'est vraiment drôle parce que tu dit Monsieur Crémeux dans le petit coin avec le cul sec. Ouais. T'es-tu des penchants? Non, tu sais, Monsieur Crémeux, c'est drôle. Là. C'est mais léger. comment tu peux avoir un cul sec avec un Monsieur Crémeux? Oui. Nous autres, on est vraiment contents de ces commerces-là. Là, fait que le petit coin, c'est une épicerie de quartier. On trouve ça drôle, le petit coin. Les Français disent on va faire pipi au petit coin. Monsieur Crémeux, on trouvait ça drôle aussi quand on a parti le camion à crème glacée. Le logo, c'était un cornet avec une grosse moustache. Monsieur Crémeux, il a existé pour nous dans notre vie. Les gens nous appelaient, moi puis Louis-Philippe, Monsieur Crémeux. Puis le cul sec, ben, c'est juste drôle de dire un bar à vin. Je comprends ton gag, là, mais moi, c'est encore très sensible pour moi, ces sujets-là. Je suis désolée. Évidemment, ça a été difficile. Ça a été difficile de prendre la décision de fermer des commerces parce que chacun d'entre eux, je les aimais pour plein de raisons différentes. Mais chacun d'entre eux, avait une place dans notre espèce d'écosystème. Fait que tout ça était un peu le centre de notre vie. Là. C'était vraiment... On trouvait ça super intéressant comme façon de faire. Un restaurant, c'est cool, là, mais finalement, tu fais vivre tout le monde autour de toi. Puis de cette façon-là, ben, on faisait vivre nos petites business. Fait que ça, on a eu bien du fun à les avoir. Fait que c'était vraiment déchirant là, de mettre fin au cul sec, au crémeux, puis au petit coin. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as vécu ça un peu comme un échec? Est-ce que tu as un sentiment d'injustice? Oui, un peu tout ça. C'était un peu le début de la fin dans notre présence, si tu veux, d'entrepreneur en restauration. Ça a été entamé avec la pandémie. Là. Je disais que ça a commencé un peu avant, mais tout fonctionnait bien quand même. Puis quand la pandémie est arrivée, ben là, il a fallu tirer la plug sur ces... Fait que mon partenaire, Louis-Philippe, il a vraiment vu ça comme un échec. Moi, je vois ça comme un succès. Le QC qui a été ouvert pendant 6 ans. Ces 3 petits établissements-là, ils sont restés ouverts pendant 6 ans, puis ça a été la vie du quartier. Mais justement, ça a été... Le quartier lui-même roule. C'est ça qu'on finit par s'en rendre compte. Les gens ont des habitudes. Ils viennent toujours au petit coin faire leurs courses. Ils vont chercher un cornet chez M. Crémeux. Mais là, ils déménagent. Fait qu'en 6 ans, on l'a senti, la clientèle avait complètement changé. Puis la pandémie, ben, veut pas, ça a fait en sorte que des habitudes que les gens avaient ont été mis drastiquement aux poubelles. Toi, tu as tout le temps été un passionné de cuisine. Ben là, je dis tout le temps. Tu as commencé à 19 ans. Exact. Quand tu as travaillé comme cuisinier dans un hôpital à temps partiel. Commencé à la plonge même. Mais là, je comprends pas. Comment est-ce que du pâté mou puis des petits pois verts en fin de vie t'ont donné le goût, t'ont donné une passion en cuisine? Ça marche pas. C'était pas tout à fait. En fait, moi, j'ai travaillé, donc ma mère est infirmière. Okay. Fait que je suis rentré comme job d'étudiant quand j'étais au cégep, je me cherchais complètement. Là. Je travaillais à l'entretien ménager, puis dans une cuisine, puis à la buanderie dans un hôpital. Puis, j'ai remarqué que personne n'avait l'air d'avoir du fun dans sa job, de rentrer et d'être motivé, sauf les cuisiniers. Les cuisiniers débarquaient, puis les autres, là, c'était comme une partie de plaisir, c'était une gang, puis carrément ça, là, une gang, une équipe, puis ils allaient faire leur travail ensemble, puis ils s'en allaient ensemble, on dirait. C'est ça que j'ai aimé, l'espèce d'ambiance qu'il y avait dans une cuisine. Fait que c'est ce qui m'a attiré, avant la bouffe, comme tu dis, mais il y avait un détail, un souci du détail assez intéressant. C'est un hôpital psychiatrique, donc c'était une clientèle qui était présente constamment. Fait que les gens, les diététiciennes, nutritionnistes, ils prenaient vraiment soin de l'alimentation des gens de cet hôpital-là. Fait que c'était pas stimulant que ça. OK, mais avant ça, toi, tu étudiais en arts plastiques et en informatique. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il y a eu le fun, mais à quel point le fun a été l'élément vraiment déclencheur pour te dire, moi, j'arrête tout ça puis je change complètement. Oui. J'avais déjà pris ma décision d'arrêter ces études-là. Là, en fait, là, j'avais fait l'informatique, juste parce que j'avais des amis qui étaient là-dedans. Je ne savais pas pourquoi j'irais là-dedans. Art plastique, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais des bandes dessinées. Okay. Puis, c'est des choses que je faisais pour moi, mais rapidement à l'école, tout le monde était comme « Ah, on veut voir tout ça ». Fait que j'étais comme devenu un peu dans mon cercle d'amis, le gars qui faisait des bandes dessinées de notre gang, puis j'étais comme « Ah, ben crime, pourquoi pas », je tripais à fond la caisse sur la bande dessinée, puis au cégep, c'était au cégep à Sainte-Thérèse, à un moment donné, je me suis vraiment fait casser en face de tout le monde, j'ai fait comme
hey, je suis pas ici pour ça. Puis, ben, tu sais, j'ai décidé. Comment tu t'es fait casser? Ben, il y a la professeure qui était venue vers moi, puis ben, en fait, elle était juste à côté de moi, puis on faisait nos trucs, puis elle a dit en face de tout le monde, genre, hey, c'est pas ceux qu'on pense qui sont les plus talentueux, finalement, qui sont les meilleurs. Tu sais, puis j'ai fait comme. Pourquoi tu ferais ça? Ouais. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui avait une tonne de confiance en moi. Tu sais, fait que j'ai fait comment, sincèrement, je pense pas que je suis ici pour ça. Tu sais. Fait que, puis peut-être qu'elle voulait juste me fouetter pour m'améliorer, mais à ce moment-là, ça n'a pas marché avec moi. Non, c'est ça. Tout de suite après ça, toi, t'as dit fuck off, moi je pars. Ouais, j'ai réfléchi, puis j'ai fait comme. Mais en même temps, j'aurais pu me. Au contraire, tu sais, on dirait que. Un peu plus tard dans ma vie, je me suis retroussé les manches. J'aurais fait comme, hey, sais-tu quoi? Ma vieille. Je vais te montrer. Je peux sacrer ma vieille tabarnak. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu sais. Puis on va mettre une photo d'elle. Non, c'est vrai. Finalement, c'est ma mère. Tu sais. Non, c'est ça. Tu as été reconnue comme une étoile montante de la cuisine dans le magazine Gastronomie. Wow! T'as fait tes recherches, T'as été nommé meilleur chef au pays dans le concours culinaire le plus prestigieux au Canada. Ouais. Les médailles d'or. Ouais, Gold Medal Plate. Félicitations. Merci. Comment tu te sentais justement, avec ton anxiété de performance, de faire ce concours-là? Ouais. Comment tu supportes la pression? Ben là, c'est deux choses. Fait que la première, mettons, là, le magazine Gastronomie, là, c'est un magazine qui, tu sais, il y avait déjà quelques éditions, puis là, tout à coup, ils ont fait un espèce de sondage, puis même à moi, ils l'ont demandé, tu sais, de le meilleur cuisinier à tes yeux. Fait que, tu sais, c'était libre. Puis l'étoile montante. Fait que là, moi, l'étoile montante, je travaillais avec des jeunes, tu sais, j'avais l'impression de moi être établi déjà, le meilleur chef établi, puis l'étoile montante. Puis là, moi, j'avais voté, je pense, pour Normand Laprise, puis, tu sais, des jeunes super obscurs qui ont une super carrière maintenant, tu sais, mais il y a 60 là, j'ai ouvert ce personnes qui ont voté pour toi. Puis les gens, donc, des chefs du Québec qui ont voté, puis là, je tournais, Marie-Fleur arrive deuxième, je dis, qui finit premier? Je vois ma face, tu sais. Il avait gardé le suspense jusqu'à la fin, tu sais. Ça, bravo, là, tu sais, d'avoir fait ça. J'étais comme, wow, j'en ai encore des frissons, tu sais. C'était vraiment un honneur d'avoir ça. Puis, tu sais, Gold Medal Plate, ça c'est une compétition culinaire, tu sais, puis j'en ai pas fait beaucoup, là, mais ça, tu t'inscris pas. À l'époque, c'était les journalistes gastronomiques, tu sais, il y en avait là, des critiques dans le temps, tu sais. Maintenant, c'est de plus en plus difficile, là. Tout le monde est blogueur, tout le monde a ses top presto, puis tout. Fait que, à l'époque, c'était 5 journalistes qui avaient fourni leur top, à leur avis, leur top 10, puis ils venaient vers toi. Ouais. Ils venaient vers toi, ça te tentait de participer. Fait qu'au départ, c'était 10 ou 12 chefs de Montréal. Puis, ils passaient, puis tu faisais ton plat, puis avec un accord, mets et vins. Puis, donc, le meilleur plat et le meilleur accord finissaient comme pour être le représentant de Montréal. J'ai gagné, donc, juste gagner à Montréal, c'est un accomplissement incroyable, tu sais. Fait que là, OK, ils te ship c'était à Kelowna, en Colombie-Britannique. Fait qu'on arrive là, j'avais le droit d'amener 2 gars avec moi, 2 gars ou 2 filles, là, 2 cuisiniers. On est parti 3 gars, puis on est arrivé là-bas, puis c'était sur 3 jours de compétition. Fait que tu sais, il y avait plein d'épreuves. Une, c'est une boîte noire, tu sais, t'ouvres ça, puis t'as 1 heure pour faire 2 plats x6, tu sais, pour les juges. Fallait que tu refasses ton plat avec le même accord pour les juges, mais également pour 350 personnes. Puis après ça, avant, fallait goûter un vin à l'aveugle, puis faire un plat. Puis, finalement, j'étais juste comme, tu sais, t'es pas au courant de ton succès ou de ton manque de succès. Tu sais, t'arrives à Kelowna, puis c'est comme, ils donnaient une enveloppe de 300$, va acheter ta bouffe, puis fais un plat qui va avec ce vin-là. Vous étiez combien de cuisiniers? Ben, il y avait un par grande ville canadienne. Dans le fond, fait qu'il y avait Vancouver. Ouais, il y avait une dizaine de. Tu sais, il y avait des villes un peu plus obscures, là. Tu sais, Saskatoon, peut-être que le niveau n'est pas aussi grand qu'à Montréal ou à Toronto, mais ça faisait une personne de plus, tu sais. Puis il y avait Terre-Neuve, Saint-Jean, il y a plein de restos, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y avait Halifax, Vancouver, Toronto, Montréal. Puis, tu sais. On est arrivé, puis là, finalement, tu sais, ils annoncent le top 3, médaille d'or. Tu sais, dans le fond, ça servait à financer l'équipe olympique canadienne, tu sais, les Gold Medal Plates. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de monde qui injectait beaucoup d'argent. C'était un immense événement, là-bas, là, tu sais. Fait que, à la fin de ces 3 jours-là, il y avait le classement. Fait que, tu sais, 3, 2, 1, puis là, ben, on n'est pas 2e ni 3e. On est comme, tu sais, on a-tu bien fait? Fait que là, il annonce, moi, j'avais servi un cidre en accord mes vins. Fait que là, le gars, il dit, bon, his wine wasn't even a wine. Fait que là, je fais comme, tu me niaises, man, tu sais. Fait qu'on a gagné ça. Fait que c'était un peu la Coupe Stanley d'un cuisinier, ça. Wow! Vraiment? Merci. Félicitations! Merci.
Là, en 2004, tu as parti ton restaurant. C'est ça, c'est un restaurant, Montée de lait. Exact. Pourquoi t'as appelé ça de même? T'avais-tu une blonde qui t'a agressée ou c'est quoi? En fait, moi, je suis arrivé dans un projet qui existait déjà, qui était plus une espèce de bar à vin, bar à fromage. Puis mon arrivée en cuisine a fait en sorte qu'on a fait le pont entre l'espèce de truc léger où est-ce que c'était juste des trucs, tu sais, de la nourriture pour grignoter à une vraie table. Fait que je suis devenu partner, puis on est devenu... pendant 7 ans et demi, on a fait rouler cette place-là. Au début, c'était une petite place sur le plateau, 24 places assises dans le fond. Tu sais, c'était vraiment cool. Puis, à un moment donné, on disait non à 200 personnes le week-end, là, parce qu'en 2004, là, il n'y avait pas des tonnes de restos, il n'y en avait pas autant que maintenant. Puis tout le monde voulait venir, on s'est dit, ben, regarde, on va agrandir. Fait que là, on a agrandi, c'était en 2009, je ne me rappelle plus exactement, là, mais on a déménagé dans le centre-ville, gros move, là, un petit resto du plateau, dans un immense local dans le centre-ville. Puis là, il est arrivé une crise économique. C'est l'année où il n'y avait pas eu de Grand Prix. Là. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. J'ai de la misère à me situer dans le temps là, en ce moment, là, mais oui, c'est ce qui est arrivé. Puis on a eu de la misère. Fait qu'on est revenu plus petit, mais ça, c'était le début de la fin, là. Tu as déjà dit aussi en entrevue que ça a été ton pire move, comme le pire investissement que tu as fait. C'est pourquoi? C'est parce que tu t'étais mal associé? Oui, c'était pas la meilleure relation d'affaires qu'il y avait. Il y avait beaucoup de... Tu sais, en restauration, là, le restaurant est un milieu de travail, mais il y a deux jobs dans ce resto-là. Tu sais, dans tous les restos, il y a des serveurs, job en salle et en cuisine, les cuisiniers. Puis il y en a un qui est sous-payé, puis il y en a un qui est over-payé. Fait que, tu sais, veux pas, il y a des frictions qui peuvent se créer. Puis donc, de dealer ça constamment, je pense que ça... Tu sais, moi, je me suis ramassé avec un partenaire qui était en salle, puis tu sais, il y avait plein d'avantages, il serrait toutes les mains. Moi, je travaillais, même comme un chien, tu sais, puis moi, ma carrière... Elle développait, tu sais, au niveau de la réputation, mais pas du réseautage. Puis là, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que je rencontrais personne, tu sais, puis je faisais toujours la même crise d'affaires, tu sais. Je flippais des haricots dans le beurre, tu sais, à tous les jours. Puis à un moment donné, je me rendais compte que j'étais de 9 le matin à minuit le soir, je flippe des haricots dans le beurre, puis tu sais, ça a été super bon pour ma carrière parce que ça m'a vraiment pas propulsé. Encore en 2022, les gens m'en parlent, tu sais, ils m'arrêtent des fois dans la rue, « Hey man, la montée de lait, je capotais, c'était mon resto préféré, tu sais. » Puis ça m'a mis ça à map, mais ça m'a également fait beaucoup de tort, tu sais, d'un point de vue fatigue, épuisement. Je pense que j'ai vraiment étiré la sauce à son maximum. Là. J'ai investi mon cash là. Ça, c'est clair que je n'allais pas le revoir. Mais en plus, tu sais, les créanciers qui viennent vers moi, j'étais le seul qui était encore debout. Puis, ben donc, j'ai fait des trucs pour de l'argent à ce moment-là. Tu sais, on me l'a reproché, là, tu sais, mais à un moment donné, quelqu'un qui à la porte, « Salut, on est McDo, on veut te donner fucking shitload de cash pour clairer tes dettes si jamais tu fais une pub avec nous autres ou tu veux juste manger un burger et dire, il me faut la recette. » Puis donc, ça a été quand même un coup dur sur ma carrière. Comment de faire ça? Ben, je l'aurais pas fait si j'avais eu le choix. Tu sais, à ce moment-là, j'étais... Attends, c'est un coup dur pour le commun des mortels. Nous autres, on s'en fout. Ouais. Ça doit être le milieu de la cuisine qui devait te juger avec ça. Exactement. L'univers de la restauration, à un moment donné, on fait comme, pourquoi ce gars-là qui a une super réputation, il fait cette pub-là? C'est sûr que moi, si j'avais dit non à ça, quelqu'un d'autre l'aurait fait de toute façon, tu sais. Puis moi, j'avais besoin de ces sous-là pour être capable de pouvoir tourner la page sur la mésaventure de la montée, puis de continuer à avancer, puis faire mes propres trucs. Ça m'a vraiment permis d'aller regarder le créancier dans les yeux et de dire « Merci, man ». Puis lui, il a fait comme « Toi, j'ai confiance en toi. Si jamais tu veux refaire affaire avec moi, tu viens me revoir, puis on va pouvoir développer. » Puis il nous a soutenus avec le Pastaga puis l'importation de vin pendant des années par la suite, tu sais. Fait que moi, je veux dire, avoir le choix... À ce moment-là, là, je veux dire, je reprendrais toujours la même décision. Mais tu sais, là, maintenant, je suis plus là. De toute façon, s'il y a quelque chose qui arrive comme ça, il va falloir que j'évalue. Est-ce que vraiment... Tu sais, j'ai fait un burger avec Benny. Fait qu'encore le retour du burger. Fait que là, les gens, ils trouvaient que ça faisait beaucoup de burgers dans ma carrière. Mais tu sais, là, j'ai développé le burger avec une chaîne québécoise qui embauche du staff au Québec, qui paye les impôts, les taxes au Québec, puis qui utilise des producteurs locaux. Tu sais, j'étais juste comme... Let's go, on fait ça ensemble. On s'amuse. Puis là, ça a mieux passé, tu sais. Le lucratif en restauration est relatif. On a des belles ventes au Pastaga depuis, ça fait 11 ans qu'on est ouvert. Puis il y a des années où on faisait entre 1,5 et 2 millions de ventes. Tu sais, tu dis, wow, c'est nice, tu sais, mais le pourcentage de profit était de moins de 1% sur toutes ces années-là. Fait que tu sais, sur 1,5 million, c'est 15 000 $.
Tu te dis, crème, 15 000 là, la business fait 15 000 c'est moins que l'employé le moins bien payé de l'entreprise. C'est pas beaucoup d'argent. Puis là, une erreur, un verre qui casse, une assiette qui est mal, une mauvaise commande qui est faite, ça arrive, là, ou des trucs un peu, des chaises, des tables, tout doit être entretenu. Fait que ce 15 000-là, ultimement, tu vois pas beaucoup de traces dessous. Là, nous, on est salariés. Fait que, on se verse des salaires, on est employé par cette entreprise-là. Puis ça me permet de vivre suffisamment. Mais, les gens nous imaginent comme étant du monde. Oui, quand tu as du succès, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de sous qui se fait derrière. Puis je parlais de la base de la clientèle, elle a considérablement grossi. Là, puis ça, c'est le fun de voir ça. Il y a une effervescence qui est vraiment cool. Toujours plein d'ouvertures. Mais pour chaque ouverture, il y a au moins une fermeture. Il y a des restos qui ferment, ça n'a pas d'allure. Des gens qui modifient leur horaire à cause du manque de staff. Nous autres, on était ouverts 10 chiffres par semaine. 3 midis, vendredi lunch, samedi, dimanche brunch, plus 7 soirs. Mais là, parce qu'on a de la difficulté à trouver du monde, on est du mardi au samedi, juste le soir. Tu sais, veux pas, c'est de l'argent qui rentre en moins avec le même loyer. Un loyer qui a souvent même augmenté avec le temps qui passe, puis le coût de la vie, c'est le bail est fait en cette fonction-là, tu sais, constamment augmenté, non le contraire. Tu sais. Comment tu fais pour gérer cette anxiété-là? Est-ce que t'as-tu consulté? T'as-tu consulté pendant la pandémie? Est-ce que tu as pris une médication pour t'aider? Ça m'est arrivé de consulter, mais c'était avant la pandémie. J'étais allé voir une thérapeute super efficace. C'est la première fois que je faisais ça, tu sais, puis plein d'affaires qui se passaient dans ma vie, dont, tu sais, j'avais l'impression, mettons, quand il y avait des moments plus occupés, fait que je voyais toutes les choses à faire, puis je les voyais sur une espèce de ligne égale en face de moi, puis ça faisait un mur, tu sais. C'était comme, j'y arriverai jamais. Tu sais, au lieu de les voir, au contraire, une après les autres, puis de dire, je m'attaque à un dossier à la fois, puis je vais arriver au bout de ça. Moi, ça a été ça. Là, je fais comme, man, j'y arriverai jamais. Tu sais, puis, je suis allé voir cette personne-là, elle m'a aidé beaucoup. Tu sais, j'avais beaucoup de frustration accumulée aussi à cause de la difficulté de trouver du staff. Puis quand, tu sais, d'avoir du staff, là, veux pas, t'accueilles des gens chez vous. Puis ça veut pas dire que tu as un coloc, là, ça veut pas dire que tu vas toujours bien t'entendre avec ton coloc. Mais là, t'es pogné avec ce monde-là. Si tu te dis, man, il tape ses nerfs, genre, je l'haïs, tu sais, mais j'ai pas le choix de le garder avec moi. Tu sais, des fois, c'est des facteurs humains. Il n'y en a pas d'autres. Fait que, tu sais, ça a accumulé de la frustration aussi à ce niveau-là. Puis, ben, cette dame-là, elle m'a aidé à tous les niveaux. Puis, c'était bien avant la pandémie, là, tu sais. Puis. Mais comment qu'elle t'a aidé? C'était quoi les trucs, mettons? Ben, les trucs, ben, c'était souvent de respirer, tu sais. Quand tu m'as posé la question, là, j'ai pris une grande respiration. C'était souvent ça, tu sais, de juste prendre le recul nécessaire puis de constater qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Puis, si je suis pas capable de le faire, ben, essayer de trouver des solutions puis de m'entourer en conséquence. En plus de tous tes projets, ben, tu t'es parti à un podcast qui s'appelle Le Snack. Oui, ça, c'est le fun. Tu sais, c'est léger. Ben oui. Non, mais le fun, ça, avoir des projets légers. Puis pourquoi t'as appelé ça Le Snack? En fait, on appelait ça le snack du corps. Puis on trouvait ça drôle, c'est un jeu de mots avec l'action du sac du corps, où est-ce que le corps arrière se fait plaquer, fait que c'est un sac. Mais là, nous autres, on avance dans le projet, on trouve des commanditaires, tout le monde est content, tu sais. Puis là, à un moment donné, on leur reçoit un coup de téléphone, c'est Didier Orméjuste, qui est une sommité dans l'univers des médias puis du football. Puis il dit, ben là, mon podcast s'appelle Le Sac du corps. Mais nous autres, on n'en avait aucune idée. Fait qu'il dit, ça fait très similaire, puis il a raison. Puis nous autres, on n'avait pas envie d'être trop semblable dans le nom. Puis on a décidé de juste garder le snack. Mais tu sais, ça semble simple, là, mais ça a été des heures de brainstorm, de faire, hey, finalement, on garde le snack, parce qu'on aime ça. Ça sonne bien. Puis tu sais, c'est un lien entre la bouffe puis le foot. Puis tu sais, entre la bouffe puis le foot, il y en a un lien. Si tout le monde se rassemble, que ce soit dans un tailgate, que ce soit à la maison, les événements sportifs en général, c'est toujours synonyme d'accueillir des amis puis donc de manger. Puis d'ailleurs, c'est quand même rare du vin et du foot. Là. Ah, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime le vin dans toutes circonstances. Là, le vin avec les céréales, le vin avec... les céréales. Avec la conduite. Mais non, ton chum est venu au snack. Ça a été un de nos bons invités. Franchement, il a vraiment shaké la baraque. Là, puis c'était du beau travail, ça. Ben, mais ça. Ouais. Je sais pas c'est qui notre chum, mais il y a non, c'est ça. Ah, non plus. On va passer le message par le producteur. Et puis... mais avant de faire ton jeu de la fin, parce que je sais que c'est là que tu t'en vas,
Ah, il y a de quoi qu'on n'a pas parlé. Oui. Puis, C'est tatou. Oui, c'est parce que j'arrête pas de dire à mon chum, mais là, c'est comme si je parlais juste de toi, là. Ah ouais, mais oui. Elle dit, tu sais, les tatous de Martin, là. Mais moi, je tripe tes tatous, là. C'est tellement original. Qu'est-ce que ça représente? T'sais, on voit des coupes de vin, on voit du vin, une spatule. Ça, c'est drôle parce que tu sais, je parle que des fois, je me fais arrêter dans la rue, tu sais, puis les gens me commentent, tu sais, me complimentent pour mon resto, mes émissions de TV, mais des fois, ils sont juste comme, hey, mais c'est Yann Black? Tu sais, ils reconnaissent les tatouages. Ils ne me connaissent pas, moi, mais tu sais, Yann Black, c'est un gars qui est super connu dans l'univers du tatouage. Des gens qui bookent leur session 2 ans avant, qui partent de Berlin, qui viennent à Montréal pour se faire tatouer par lui. C'est un Français ou un Belge, en fait, qui a habité en France puis qui habite à Montréal maintenant depuis une 20aine d'années. Puis, c'était la mère de mes filles est devenue amie avec son épouse. Puis, tu sais, à un moment donné, on était comme hey, il y a quelqu'un qui a cancellé demain, Martin, pourquoi tu viens pas me voir? On va te faire un tatouage. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, c'est comme ça qu'on prenait rendez-vous à chaque fois. Il était juste comme, hey là, viens-t'en, quelqu'un a cancellé, je vais te faire un truc. Puis, tu sais, lui, tu peux pas lui dire, je veux ce verre-là. Tu lui dis, je veux un verre. Fait qu'il fait sa version du verre. Tu vois, là, ça semble très abstrait, tu sais, dans le fond, mais on constate qu'il y a une bouteille de vin, tu sais, il y a comme une étiquette, il y a un verre de vin, puis en dessous, c'est une nappe à carreaux. Fait que c'est une espèce de nature morte, tu sais, puis il y a même une ampoule derrière, il y a comme une lampe il y a un ici. couteau aussi, là. Puis, tu vois un couteau, toi? Ouais. Ah, moi, je vois pas de couteau. Parce Mais que tu sais. Non, mais regarde, ici, il y a la coupe de vin. Ouais. Puis là, ici, tu vois, il y a comme un couteau. Ah, ouais, ça, c'est vrai. Je l'avais pas vu. J'avais pas l'impression que c'est ça qu'il voulait faire, mais tu sais, je pense qu'il a vraiment voulu faire le pied du verre, là, qui est là, le pied du verre à vin. Puis, tu sais, moi, j'ai tout le dos fait par lui. À ce moment-là, je l'haïssais quand il faisait ça, là, tu sais. Puis, à un moment donné, ça, la manche, dans le fond, là, ça aussi, les gens m'en parlent, tu sais. Il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que ça représente, tu sais. Ben, tu sais, j'ai rien à dire à ce moment-là. Mais non, c'est même pas un cover en plus. C'est quoi, le matin. quand tu arrives avec une serviette, tu sers? Ou... Même pas. Ça veut... Lui, il fait des aplats. Il fait des fois des membres entiers juste en noir. Puis, tu sais, j'étais comme, OK. Le matin, je savais pas qu'est-ce que j'allais me faire. Moi, je voulais un couperet, tu sais, qui a une espèce de gros couteau de boucher. Oui. Là, il dit, OK, parfait, on va faire ton couperet à peu près ici. Puis le reste, je vais te faire une manche. J'ai une manche. Ben, je te ferai ça toute noire. Je suis comme, OK. Fait que là, lui, il travaille directement sur la peau. Là. Il met pas un collant, tu sais, puis qui tire, puis après ça, il tatoue par-dessus. Même s'il a fait ces tatoueurs-là, on fait le dessin auparavant. Lui, il travaille directement sur la peau. Fait qu'il tatoue une fois, puis il repasse pour faire les grosses lignes. Mais là, tu sais, il me l'a fait mon couperet, mais un peu en ombre chinoise. Tu sais, je trouve ça vraiment cool. Là. Puis tout est en ligne, tu sais, tout est lié. Puis, tu sais, c'est plusieurs sessions, là, tu sais, évidemment, là, plusieurs heures que j'ai passées avec lui, là, tout nu. Avec lui. Puis pourquoi là, il veut un plus me poisson tatouer. mort? Il veut plus me tatouer. Oh. Parce qu'à un moment donné, c'est un vegan extrême qui va protester pour la place des animaux dans la société, puis qu'on puisse cesser donc de tuer des animaux pour notre alimentation. Une cause hyper noble, mais il est devenu un peu agressif avec le temps, puis moi, j'ai fait une blague avec le pastaga à un moment donné, au poisson d'avril. J'ai fait comme, le pastaga devient vegan, on arrête de servir de la viande et du poisson, pour le poisson d'avril. Ouais. Puis là, quelqu'un a partagé ça, puis lui, il fait comme, c'est tellement un manque de respect, tu peux m'oublier, viens plus jamais me revoir pour tes tatouages. Mais voyons. Fait que Ouais, je les fais comme... vegans mangent du poisson. Ben non, justement. Il avait l'impression qu'on riait des vegans en faisant ça. Mais tu sais, moi, c'était juste de faire un poisson d'avril, faire accroire une histoire à quelqu'un. On trouvait ça bien drôle. Puis là, parce que on a utilisé le terme vegan, ils ont eu l'impression qu'on riait d'eux. Puis c'était pas du tout le cas. T'as déjà dit en entrevue que ce que t'aimes de la nourriture, c'est que ça apporte des émotions. Tu sais, je comprends que des nachos, c'est festif, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, je pense que c'est les émotions, là, il y a beaucoup de choses qui sont basées là-dessus dans ma vie. Tu sais, le vin prend une très grande place dans ma vie. C'est des vins naturels. Donc, des vins qui ne sont pas nécessairement modifiés par une quelconque technique de vinification. Tu sais, c'est vraiment un jus de raisin qui fermente. Okay. Fait que, tu sais, des fois, tu arrives à un produit qui est comme un petit peu instable dans l'esprit d'un kombucha. Puis, tu sais, quand tu goûtes à ça, c'est soit que t'aimes, soit que t'aimes pas. Mais quand t'aimes, là, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est ça une émotion, pour moi. Puis la bouffe, c'est la même chose, c'est autant des émotions que des souvenirs,
ce que tu manges. Tu sais, des fois, tu sens quelque chose, puis t'es comme, ça me rappelle mon enfance. Tu peux pas dire que c'est pas des émotions, ça. C'est de la nostalgie. Tu as envie de pouvoir revivre ces émotions-là aussi. Je dis pas que je pleure, là, mais ça m'est déjà arrivé de manger quelque chose, faire comme, oh shit. Moi, je pleure quand je coupe des oignons. Ah oui, bon, mais ce type d'émotion. Toi, ça me rappelle Venise, au soir d'été. Le soleil qui frappait sur les rambardes. Mettons, je dis du craft dinner, saucisse, ça t'évoque quoi? Ça, j'en ai mangé pas mal. Ça a été les premières recettes que j'ai faites, là, selon la légende urbaine. Donc, dans ma famille, là, j'avais montré à mon père comment faire du craft dinner quand j'avais genre 2 ans. 2 ans? Ouais. Ouais. Ben voyons. Non. Puis c'est ça que ma mère raconte à chaque Noël, là, puis on l'écoute à chaque fois, puis c'est toujours très passionnant, mais ouais. Mais là, j'en mange plus. C'est ça que tu veux savoir? Non, mais ça là, tu fais du macaroni au fromage du terroir. Oh là là là. Mais ça reste du mac and cheese. Ouais. Tu sais, mais vraiment meilleur. J'en fais, puis c'est bon, puis c'est le fun à manger, puis ça a toujours une référence à l'enfance. C'est toujours très ludique, ce type de plat-là. Si t'es anxieux, tu sens que t'es dans un down, qu'est-ce que tu bouffes pour te remonter le moral? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je mange pour me remonter le moral? Je vais être souvent porté à me tourner vers de la crap. Tu sais, on mange bien à la maison, là. Je pense qu'on check. Je suis pas quelqu'un qui va compter ses calories, mais tu sais, je veux que ça soit parfait. Tu sais, je me mets de la pression comme étant quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance. Je veux que ça soit toujours bon. Quand je fais des erreurs, ça me met en crise, tu sais. Fait qu'est-ce que je mange? Tu sais, ça sera sûrement pas moi qui va cuisiner. Tu sais, quand je me sens pas bien, j'ai pas envie de cuisiner. Fait que soit qu'on va se commander quelque chose de la crap, mettons du Miami Deli ou tu sais, quelque chose qui va bien faire du bien, mais ou sinon aller au resto. Là. Dernièrement, avec ma blonde, on a commencé à faire garder tu sais, le bébé. Simone est de plus en plus grande, tu sais, elle peut s'occuper des 2 plus jeunes. Fait que, tu sais, de sortir aussi, de prendre du temps de qualité, puis juste d'arrêter de penser à son quotidien. Je pense que ça fait du bien aussi. Tu sais, fait que c'est pas juste qu'est-ce qu'on mange, mais comment on le mange qui peut être important, là. Mais moi, ce que j'aime de ta façon de voir ça, c'est simple. Tu trouves? C'est efficace, c'est simple, c'est bien... Tu sais, même ton émission de télé là, que tu faisais, moi, j'ai adoré ça parce que tu pitchais tes aliments sur la table, ça l'encerclait avec un crayon. Tu sais, c'était simple, j'aimais ça. Moi, quand j'ai eu ma maladie, justement, j'ai dévoré ça. Ben, je pouvais pas manger, là, parce que j'absorbais pas les nutriments, mais... J'écoutais ton émission religieusement. J'avais demandé ton livre de simplicité culinaire. Je l'avais demandé à Noël en cadeau. Puis ça m'avait créé une passion un peu. Fait qu'à tous les jours, je cuisinais. Puis je me disais, je peux pas manger, mais je vais transmettre mon bonheur. Et les émotions. Et les émotions à ma famille. Fait que... C'est venu me chercher. Je voulais te dire merci. Wow, c'est donc bien cool d'entendre ça. Ouais. Ça, c'est un livre qui a quand même... Tu sais, cette émission-là, je pense que tu fais référence au Menu Zeste. Oui, Menu Zeste. Par Martin Junot. Oui. Ça, on a tourné ça au Pastaga. On se levait à 2 heures du mat parce que, tu sais, ils voulaient louer le Pastaga, mais il n'y avait pas un grand budget. Fait que nous autres, ça valait pas la peine de fermer le resto pour faire ça. Fait que quand le resto était fermé le soir, on se levait, on allait tourner ça la nuit. Puis là, quand les premiers cuisiniers arrivaient vers 9h, on avait fini, on partait, puis on a fait de la même chose pendant ces 13 shows. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment intense. Là. J'ai tout écouté. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait même pas de l'air cerné. Le lendemain, oui. Ouais, c'est ça. Ça, on a eu du fun à le faire. Les dessins, c'est moi qui les faisais. On s'amusait avec le directeur photo. Des fois, on pitchait une pomme. Elle arrivait juste à où on voulait. On était content. On écrivait pomme, tu sais. On s'est vraiment amusé avec le concept. Là. C'est le genre de show où est-ce que tu peux vraiment apporter un input puis faire une différence. Là. Moi, je trouvais ça vraiment C'était le fun à écouter, justement. Ouais. Comme moi qui ai un TDAH, quand j'écoutais, mettons, d'autres émissions de cuisine, c'était long. J'y parlais trop, puis c'était pas funny, c'était pas motivant. Puis là, toi, t'arrives, tu garoches ton porc, tu garoches, puis là, avec les petits crayons, je suis comme, ça, c'est hot. Puis là, tu parlais, tu l'expliquais, puis... Mais c'est moi, ce que je reproche à certaines... Ou à la plupart même des émissions de cuisine, c'est que c'est toujours très sérieux, tu sais. Oui. Tu sais, comme si tu étais en mission, là, comme si tu cuisinais, puis là, hey, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Au contraire. Hey, j'ai de la pression à écouter ton émission, là. Moi, je veux que ça soit divertissant. Puis je veux que tu prennes le concept, tu dis peut-être, OK, lui a utilisé une pomme, mais regarde, moi, je vais le faire avec une poire. Mettons, juste donner des pistes d'idées, puis que les gens puissent bouncer sur ce que tu proposes, puis arriver avec l'idée de cuisiner. C'est un peu ça, là. Cuisiner, c'est quoi? C'est faire quelque chose que tu as envie, ou que quelqu'un à côté de toi a envie de manger. Fait, je pense qu'il y a moyen de s'amuser, puis l'humour
en cuisine aussi. Je le trouve déficient là, dans les émissions. Là, j'ai l'impression que d'avoir quelqu'un qui est capable de faire rire, c'est vraiment... Je trouve que c'est ça qui va faire en sorte que la sauce va prendre. Là, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais moi, j'y crois beaucoup. Puis j'essaye d'apporter cette touche-là quand je fais des trucs. Là, en étant très sérieux, là, les gens me disent que je suis pince sans rire. Là, fait que quand ils catchent que c'est des jokes, finalement, ils trouvent ça drôle. Mais s'amuser de cette façon-là, je trouve ça cool. Avant de finir, j'aimerais ça jouer un petit jeu avec toi pour voir si tu connais bien ton football et aussi si tu connais bien le vin. OK. Fait que je vais te dire les noms de joueurs. Tu vas devoir me dire pour qui joue, puis il serait quel plat, avec quel agencement de vin. Excellent. Fait que mettons, là, ça se peut que je te massacre les noms. OK. Là. C'est voulu. Ouais. Tom Brandy. Brandy? Brady. Tom Brady, OK. Tom Brady, c'est le meilleur de l'histoire. C'est le greatest of all time. Ça, c'est les lettres, c'est de GOAT. Fait que Tom Brady, c'est une chèvre. Fait que c'est un braisé de chèvre, Tom Brady, qu'on pourrait servir, un braisé de chèvre, là, genre un peu... c'est très cuisiné dans le nord de l'Afrique, là, on dirait, là, fait que, avec des épices du Maghreb, c'est bien relevé. À son image, ce gars-là vieillit tellement bien, je trouve, ma blonde, moi, je suis pas jaloux, là, dans la vie, là, mais ma blonde est juste comme, ouais, Brady, il a un esti beau cul, hein, je suis comme, très d'accord, je suis d'accord avec lui, avec elle, mais Brady, c'est le goat, c'est la chèvre qu'on va servir avec du champagne. Pour célébrer sa carrière qui aurait dû prendre fin l'an dernier, malheureusement, qui joue encore un petit peu, mais c'est pas si concluant cette année. Il aurait dû se retirer, puis peut-être que son mariage aurait été sauvé s'il avait arrêté un an plus tôt. My God, OK. Sais-tu à quel âge? Il a 45 ans, il a mon âge. Voyons, t'es bien solide. OK. Sa blonde, c'était Gisèle Bunchton. Bunchton? Ouais. Puis comme, mettons, 6 sur 10, c'est comme, elle est sympathique, là, mais pas plus... Toi, tu peux te dire à ta blonde que Gisèle a un beau cul? No fucking way, je peux pas aller là. C'est sûr. C'est sûr que non. Peyton... Hey, je l'ai-tu dit à massacrer un nom? Peyton Manning? Peyton Manning aussi, c'était vraiment une légende. Fait que ça pourrait être quelque chose un beau classique, ça pourrait être un bœuf bourguignon, je trouve ça cool parce qu'il est quand même, c'est un gars qui a beaucoup de classe, puis même s'il est retraité, il est encore là. Fait que, on pourrait boire un beau Bourgogne là, qui vieillit bien aussi, un beau Pinot Noir là, de Gevrey-Chambertin, là, où est-ce qu'il y a un peu de soleil quand même, là, fait que les Pinots Noirs sont bien concentrés. Là. Fait que ça serait l'accord mets et vin parfait pour probablement manger avec lui. Là. Joe Montana. Joe Montana, quarterback des 49ers des années 80. Montana, il était avec... Montana, il était avec les 49ers dans le temps. Je ne veux pas dire n'importe quoi. San Francisco. Exact. Et puis, lui, c'est des sushis qu'on mange. Sushi California Rolls, dans le fond, qu'on pourrait s'amuser. Manger plein boire du Riesling avec lui. Lui, il est rendu à un certain âge. Il faut qu'il fasse attention à sa ligne. Fait que des sushis, c'est pas trop intense pour son système digestif. Un beau Riesling, là, super minéral. On va avoir bien du fun ensemble. Puis, mettons qu'on change, puis on va dans le hockey. OK. Carey Price. Lui, c'est un fan de western, oui. Tu sais, toujours avec son chapeau de cowboy. Fait que, tu sais, ça pourrait être, mettons, une belle fesse de cheval, là, tu sais, bien saisie, ou transformé en tartare. Okay. Tu sais, le premier tartare, le tartare classique, c'est fait avec du cheval, en fait. Là, maintenant, on le sert, tu sais, avec toutes les sortes de protéines, du bœuf, du canard, mais tu sais, du poisson aussi, mais à la base, c'est avec du cheval. Fait qu'on pourrait faire un beau tartare de cheval pour Carey Price avec... servir avec des belles frites et une belle petite salade. Là, bien classique aussi parce qu'il est très classique. Il semble très croyant, ce gars-là. Là. Avec une bière? Fait que, tu sais, avec une belle bière, peut-être sans alcool. J'ai l'impression qu'il ne boit pas beaucoup. Fait que pour lui, on va se servir une bière sans alcool. Ben, merci beaucoup d'être venu à Deux Pilules d'être folle. 1, 2, 3, à deux. À deux pilules d'être folle. À deux, c'est bien mieux pour apprendre ce qu'on peut pas te montrer à l'école. À deux pilules d'être folle. À deux pilules d'être folle.